Florian, bonjour. Tu es neurochirurgien au CHU d'Angers, maître de conférences en anatomie à l'Université d'Angers. Tu fais également partie du club des médecins qui se sont lancés dans la création d'entreprises avec le projet Akivi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir autant dans l'enseignement de l'anatomie? Alors, cet enseignement-là, moi, il m'a, quand j'ai été étudiant en médecine, en fait, mes premières heures de médecine, j'ai très rapidement, rencontré, un prof qui m'a fasciné et puis, cette fascination m'a jamais quitté et j'ai rencontré d'autres, finalement, d'autres maîtres qui, petit à petit, c'est plutôt l'admiration au début qui m'a poussé là-dessus et puis, l'importance de la matière aussi puisque, l'anatomie, c'est un peu la mère de la médecine. Comprendre le corps humain, c'est, la base un peu de tous les mécanismes. Donc, cette énergie d'essayer de comprendre, associée aux rencontres humaines que j'ai faites. Selon toi, qu'est-ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans la manière dont on apprend l'anatomie? Alors je ne crois pas qu'il y ait des choses qui fonctionnent pas, puisque, depuis des siècles, les médecins sont formés et puis on voit que, la radiologie ayant progressé, l'anatomie a de belles heures devant elle. Donc je ne considère pas qu'il y ait un problème particulier. Par contre, il y a à l'échelon d'un individu, pour chaque étudiant, moi j'ai été étudiant, longtemps, je le suis encore un peu, finalement le problème il est un peu intrinsèque. C'est le chemin qu'on a à parcourir pour réussir à comprendre le corps humain, qui est difficile à parcourir et qui nécessite, à mon avis, beaucoup de conseils. Donc c'est ça que j'essaie d'apporter moi avec Akivi, c'est d'essayer d'apporter des outils et en réalité j'essaie d'apporter tous les outils pour aider l'étudiant à comprendre le corps humain. Pour que, en complément des cours, ils puissent tous les jours s'exercer et que l'anatomie, la compréhension du corps humain, ce soit facilité par un exercice quotidien diversifié, ludique. Akivi, en anglais, veut dire Anatomical Knowledge in Virtual Immersion. Donc, qu'apporte l'immersion et la 3D par rapport à un atlas ou un livre qui sont plutôt statiques? Alors quand on a créé le logo Akivi, on a, pas créé le logo au début le projet s'appelait Anatomie 3D. Et on a, volontairement utilisé quelque chose de plus digital, en fait. Anatomical Knowledge in Virtual Immersion, c'est pas seulement l'immersion sous un point de vue 3D, c'est aussi, le contenu digitalisé. On souhaite apporter, des briques technologiques, tout ce qui peut aider l'étudiant. Donc ça a consisté très tôt pour nous à, produire du contenu en 3D, mais pas seulement, en fait. Le corps de notre application, c'est de mettre des outils d'accompagnement, c'est-à-dire, de mettre, des vidéos de synthèse, des cours magistraux, des fiches, cliniques pour expliquer les maladies, des QCM d'entraînement, des fiches de suivi avec le prof et d'intégrer, les moyens, on va dire, digitaux traditionnels que sont les atlas. Il est important de mentionner que le contenu sur Akivi est validé par un comité d'experts. Alors, qui sont-ils et quel rôle jouent-ils? Alors, effectivement, chez Akivi, on est la seule ressource, d'enseignement du corps humain qui est portée par le monde universitaire. Moi-même, je suis, maître de conférences d'anatomie et puis, neurochirurgien au CHU d'Angers. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que, la plupart des ressources disponibles dans nos bibliothèques sont des ressources anglo-saxonnes et qui sont pas toujours, validées par, des corpus de médecins. Et donc c'est important pour nous d'aller amener, finalement le savoir-faire médical et universitaire français puisque l'école d'anatomie française, elle est, c'est une école particulière où, on enseigne le corps humain, mais on est aussi, praticien de disciplines cliniques. Ça diffère beaucoup d'autres modèles, d'enseignement de l'anatomie où les enseignants d'anatomie voient jamais de patients, en fait. Donc c'était important pour nous de créer, de porter une solution en France, qui soit made in France et pas anglo-saxonne d'une part, mais aussi de faire rayonner l'anatomie française qui est une anatomie clinique centrée sur, la compréhension des pathologies et les gens qui font cours, dans les universités, d'anatomie sont tous, praticiens de disciplines différentes. Donc il y a des experts, en chirurgie abdominale, qui sont aussi profs d'anatomie. Il y a, des, neurochirurgiens, des orthopédistes, il y a toutes les spécialités qui sont représentées. Donc de proposer une application qui donne des cours sur tout le corps humain, en bénéficiant de l'expertise de personnes qui, sont habituées à donner des cours et donc qui connaissent les programmes, mais aussi qui sont, experts dans leur discipline, c'est important. Aujourd'hui, on en a 25, des, professeurs et donc, chaque leçon est certifiée par un professeur qui, valide le contenu produit par Akivi et qui peut aussi, orienter les productions futures. Le contenu, il est fait sur du contenu ou sur des bases françaises, mais il intègre aussi des références de la bibliothèque de Stanford.
Oui, tout à fait. Donc on intègre, des bibliothèques qui sont, libres de droit ou open source. Donc pour les bibliothèques libres de droit, on intègre, des atlas, d'illustres, médecins français, l'atlas de Testu, l'atlas de Bourgerie et des atlas que nous on retravaille en fait sur le plan de l'imagerie, qu'on remet, on va dire, au goût du jour ou qu'on légende, qu'on met en lumière dans des vidéos. Donc ça, c'est pour la première chose, on va dire, qui ont trait plutôt aux ressources livresques et puis, on fait des partenariats dans le cadre du développement de projets open source, notamment un projet avec, Stanford. Parce qu'on a un partenariat avec Stanford pour la diffusion de banques de dissection au sein de l'application et puis on fait un partenariat aussi avec le projet Z-Anatomy, qui est un projet open source et l'enjeu d'Akivi, c'est vraiment d'ajouter des briques, pour aider les étudiants. Si la brique elle est open source, et qu'elle est qualitative, bah, tant mieux, qu'on aide à faire progresser, les ressources open source et qu'on puisse permettre au sein d'un même espace, d'avoir un outil. En fait, Akivi pour nous, on veut en faire un outil pour que, les étudiants et les profs puissent, sereinement apprendre l'anatomie, interagir ensemble, faire des cours interactifs. C'est notre vision, quoi. Est-ce que du coup, ça peut être aussi un tremplin pour, diffuser Akivi à l'international? Oui, c'est un objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on produit le contenu en anglais. Toutes les vidéos produites sont disponibles en anglais. On n'assure pas encore la diffusion d'Akivi, dans les pays anglo-saxons, mais ça fait partie des objectifs. Akivi est déployé dans plusieurs facultés de médecine. Alors quel retour, as-tu des étudiants et enseignants qui l'utilisent aujourd'hui? Les retours sont hyper positifs. Disons qu'on a une densité d'utilisation hebdomadaire, quotidienne, moyenne des étudiants, 85 l'utilisent toutes les semaines et on essaie de pérenniser aussi ça, c'est-à-dire d'intégrer au maximum, l'usage d'Akivi dans les cours, pour la création des examens pour les professeurs et donc nos notes sur les stores sont à 4,6 et 4,7, donc c'est plutôt des notes accueillantes, sachant que notre projet, l'entreprise est assez jeune, hein. On est en pleine phase de développement là actuellement et donc on espère en fait toujours, essayer d'augmenter, et chaque jour en fait on essaye d'améliorer la prestation qu'on donne pour que les étudiants, aient accès en fait aux meilleurs conseils. À ton avis, à quoi ressemblerait l'apprentissage de l'anatomie dans 5 ans? En fait, je pense que le challenge d'un enseignant comme moi qui suis, finalement au début de ma carrière de maître de conférence et bientôt de professeur, ça va être d'assurer deux grands axes en fait. Le premier axe, c'est le respect de la tradition parce que je pense que, on a beaucoup à apprendre, des personnes qui ont écrit ces livres illustres et de ce savoir ancestral qui a été transmis en fait de génération en génération et c'est le fruit de l'expérience de tous ces médecins. Donc, il est fondamental d'avoir les conseils de quelqu'un qui a dédié sa vie à la médecine. Si vous voulez pas vous prendre, les mêmes panneaux, les mêmes embûches et se nourrir de l'expérience, des avancées de la médecine. Donc c'est important d'abord, le premier axe, je pense, c'est le respect de la tradition. Mais pas seulement, en fait, je pense aussi, c'est, d'essayer d'avoir une posture en tant qu'enseignant qui est, une mise à disposition d'outils et je pense que l'émergence des outils digitaux, alors il y a Akivi, mais il y a aussi, l'intelligence artificielle, tout un tas d'outils qui vont, je pense, transformer la manière dont on conseille et je pense que le rôle d'un prof aujourd'hui, ça va être de suivre ses élèves, de les coacher, de les guider, en fait, dans l'analyse critique de différents outils. Donc la mise à disposition des outils et le suivi des étudiants, je pense, est un vrai challenge pour moi qui, va devoir enseigner aux 5 000 étudiants en médecine de la fac d'Angers. Donc, une personne tout seul pour suivre 5 000 personnes, vous voyez bien, il y a un enjeu. Sachant que pour chacun des étudiants, on a envie d'avoir un apprentissage qui est personnalisé. On aimerait pouvoir, répondre, suivre, détecter les personnes en difficulté. Je pense que le digital peut vraiment aider là-dessus. Ça veut dire de favoriser, une interaction pendant les cours avec, des outils pour que, en tant qu'enseignant, j'ai moins de temps de préparation et plus d'interaction avec mes étudiants. Donc, ça va être ça le challenge dans 5 ans. Est-ce que tu as vu du coup des différences entre tes promos ou avec l'outil Akivi et sans l'outil Akivi, donc avant son déploiement ou développement? Ah oui, oui, pour moi ça a tout changé en fait, hein, puisque, avec Akivi on fait à la fois des cours magistraux et aussi des sessions d'entraînement. C'est-à-dire qu'un étudiant avant quand il arrivait dans mon cours, je lui délivrais le cours et puis, c'était rendez-vous à l'examen. Donc, il voyait chaque notion qu'une fois. Si c'était un jour sans, pour lui ou pour moi, bah, le match se faisait pas. Là aujourd'hui en fait, le cours magistral, est une pièce maîtresse, mais, avant le cours, il révise, il a des cours dédiés pour ça. Après le cours, il révise, il s'entraîne et il sait que, le cours magistral ne sera pas le seul élément que j'attends en fait dans son parcours.
Et donc chaque leçon, en fait, il y a du live et puis, du temps, présentiel. Il y a des outils qui sont, du temps distanciel. Il y a des outils qui sont mis aussi à disposition pour l'aider à comprendre. Essayer de clarifier toujours les messages, de répéter un message clair, de faire, une fiche de synthèse, par exemple, que l'étudiant peut télécharger et avoir avec lui. C'est ça, en fait, l'idée, c'est que l'interaction que j'ai avec eux, il se cantonne pas au jour où on se donne rendez-vous. Et le côté mobile, du coup, ça simplifie aussi l'accès à l'information en mobilité. Exactement, ouais, et puis, en tant qu'enseignant, moi, ça a tout changé puisque, dans la manière dont je prépare mes cours, avant, il y avait toujours l'anxiété d'oublier, une notion, une anatomie, il y a parfois beaucoup de détails et donc là, ça m'a, permis d'alléger ma charge mentale, en fait, d'enseignant et du coup, ça met de l'humain là-dedans. Parce qu'on du coup, on interagit plus, on est plus sensible, aux réactions des étudiants que lorsqu'on doit être, ultra concentré pour essayer de ne rien oublier, quoi. Alors, un dernier mot sur ton aventure entrepreneuriale. Alors, est-ce que tu ferais les choses différemment si tu devais recommencer? Et puis surtout, quels conseils tu donnerais à tes confrères qui souhaitent aussi se lancer avec leur propre projet? Alors oui, je pense que je referais le même parcours. Moi, l'aventure entrepreneuriale, en fait, elle a été, surtout humaine. C'est-à-dire que l'entreprise a été une nécessité pour que le projet s'autofinance. En gros, je me suis retrouvé en tant qu'enseignant à porter un projet de pédagogie, d'aide à l'enseignement et les moyens dont je disposais pour que le truc survive, bah, c'était pas des subventions, en fait. Il y a pas quand on est chercheur, enseignant-chercheur, on peut avoir une subvention pour, une preuve de concept, on peut avoir une subvention pour, financer du matériel dans le cadre de recherche. Mais si on veut porter un projet pédagogique, bah, il faut reprendre, la même chose que les éditeurs de CD, il faut s'auto-éditer. Donc l'auto-édition, elle est possible que par l'entrepreneuriat, donc moi, mon chemin entrepreneurial, il a été, je l'ai vécu super positivement parce que ça m'a permis de concrétiser quelque chose et que mon projet, se développe et survive, en fait. Donc si je devais, conseiller, dire les collègues médecins, mais pas que, en fait, parce que, toi, par exemple, tu pas médecin, mais tu es aussi entrepreneur, c'est, de pas mettre, forcément une barrière, infranchissable ou un plafond de verre vis-à-vis du passage à l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut être, un très bon salarié public, investi dans une mission, de service public. Moi, en ce qui me concerne, c'est, la mission de soins au CHU d'Angers et la mission d'enseignement et exercer une activité entrepreneuriale avec une direction scientifique au sein d'une société, en fait. L'impact territorial, je pense que c'est ça qui est important, Tout à fait. c'est quel impact on a envie d'avoir sur la société et professionnellement, en tout cas, c'est ce qui me définit, quoi. J'ai envie d'avoir un impact, d'avoir un levier, et c'est important, quand on est médecin aussi c'est une manière d'écrire sa page, hein. Merci Florian. Merci à toi.